Bonjour et bienvenue sur CNews. Cet après-midi, dans un instant, place au débat avec Clélie Mathias et ses invités pour le début de la belle équipe. Avant cela, le tour d'horizon des principaux titres a commencé par ce qui nous occupe depuis la fin de la matinée déjà. Ce discours de lancement de la présidence tournante de la France d'Emmanuel Macron, ça s'est passé au Parlement européen à Strasbourg devant les eurodéputés. Il a exprimé sa volonté d'inscrire l'avortement et l'environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Il a aussi été question, bien sûr, de la défense de la souveraineté européenne. On va l'écouter à ce propos. Je dirais que la meilleure démonstration que la souveraineté n'a pas été qu'un vain mot fut la période du Covid. Grâce à l'action collective, nous avons acheté des vaccins comme aucun de nos États n'aurait pu le faire. Et je le dis avec beaucoup de modestie, je l'ai d'ailleurs assumé devant le peuple français. Le gouvernement n'aurait pas pu organiser une stratégie de vaccination en France si nous n'avions pas eu l'Europe. C'est l'élément même de la souveraineté. Nous avons acheté, puis nous avons produit, nous avons exporté et nous pouvons donner. Ça, c'est la souveraineté. Pas de remontada pour lui. En vue de la présidentielle 2022, Arnaud Montebourg se retire officiellement de la course. L'ancien ministre qui précise qu'il ne soutiendra aucun candidat. On va l'écouter s'en expliquer. Je suis venu ici à Bibracte, sur cette terre qui m'est chère. Faut dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures, et ce malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe. J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique, mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ces perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées. J'ai un mot pour vous signaler que la manifestation des professeurs est maintenue ce jeudi, malgré l'interdiction émise par la préfecture de police de Paris. Je vous rappelle que dans un communiqué, cette dernière avait justifié ce refus, indiquant que la déclaration ne respectait pas les délais légaux. Annonce qui a donc provoqué la colère de l'intersyndicale. On va écouter un de ses représentants. On est absolument outré là, et pas que la FSU, avec l'ensemble des organisations syndicales qui appellent pour jeudi. Très honnêtement, c'est pas la première fois qu'on dépose une manifestation avec un peu de retard. Là, ils se servent d'un prétexte pour l'interdire. Hein. Ils l'ont considéré comme non recevable. Hein. Je veux dire, c'est juste un prétexte. Hein. On est outré. Hein. Très honnêtement, on est scandalisé par la méthode. L'actualité sociale toujours avec cette grève en septembre, en décembre et maintenant en janvier. Je parle des éboueurs marseillais qui viennent de déposer un nouveau préavis de grève. Ils réclament une prime de 100 € pour ceux qui travaillent le dimanche notamment. Les habitants marseillais sont plutôt désabusés. Regardez ce reportage tourné dans les rues de la cité phocéenne par Stéphanie Rouquier. Dans certains quartiers de la cité phocéenne, les ordures ménagères accumulées lors de la précédente grève, qui a pris fin il y a 3 semaines, n'ont toujours pas été résorbées. La situation n'est pas prête de rentrer dans l'ordre. Force ouvrière démarre une nouvelle grève. J'ai vu ça dans la presse ce matin. Je suis tombé de ma chaise. Mais enfin, c'est bien embêtant. J'attends que ça se termine. En décembre dernier, les syndicats avaient obtenu une décote de 15% de temps de travail en raison de la pénibilité de leurs tâches et une prime de 100 € pour le travail le dimanche et les jours fériés. Une prime qui, selon Force ouvrière, est remise en cause par la métropole. Des revendications que la plupart des Marseillais ne comprennent pas. Oh, ils en veulent un peu trop. Hein. Je ne comprends pas, c'est trop. Alors, ce sont peut-être les seuls moyens qu'ils aient pour se faire entendre. Mais au bout d'un moment, ça fatigue tout le monde. Les Marseillais doivent donc encore faire preuve de patience. La reprise des négociations avec la métropole n'est pas encore programmée. Voilà pour l'essentiel. Place au débat avec vous, Clélie. Merci beaucoup Nelly Denac. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur CNews. C'est l'heure de la belle équipe avec aujourd'hui Philippe Guibert, Christian Proutot, Gérard Leclerc et Marc Menon. Bienvenue. Bonjour. À tous les 4. Alors évidemment, vous pensez bien que notre émission aujourd'hui va tourner autour de ce discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires européens à Strasbourg. Un discours que vous avez pu suivre sur l'antenne de CNews. C'était en fin de matinée vers 11h30. Et puis il y a eu ces face-à-face avec différents parlementaires
européens. On espère que les parlementaires européens, autres que français, suivent un petit peu l'actualité en France et les questions de politique intérieure, parce qu'il a beaucoup été question de la campagne de 2022, de la campagne présidentielle française. Loïc Signor, bonjour, on vous retrouve. Vous êtes justement dans ce Parlement, dans cette enceinte parlementaire à Strasbourg. Et c'était un peu prévu, on s'y attendait, les échanges entre le président Emmanuel Macron et ensuite donc certains eurodéputés, notamment les Français. Ces échanges sont transformés en débat sur la campagne présidentielle. Comment est-ce que c'est perçu ici ? C'est vrai que déjà, on n'a pas l'habitude, nous, Français, de voir le président de la République échanger avec des parlementaires. Mais ces parlementaires européens ont encore moins l'habitude de voir des sujets souverains, nationaux, intégrer les discussions dans l'hémicycle du Parlement européen. Alors bien sûr, tout le monde s'y attendait, avec Yannick Jadot, qui s'était par exemple battu pour écarter le président du groupe Vert et pour prendre sa place, pour avoir un meilleur temps de parole. Donc personne ne s'imaginait qu'il n'y avait pas justement cette campagne présidentielle qui s'invite dans les débats avec le président de la République. Mais c'est très mal perçu, y compris au sein même de l'hémicycle, où Yannick Jadot s'est fait rappeler à l'ordre. Il a tourné le dos aux députés pour s'adresser à Emmanuel Macron. Il a dépassé son temps de parole, tout comme Manon Aubry. Même Jordan Bardella s'est fait rappeler à l'ordre par une présidente de groupe. Stéphane Séjourné et une présidente de groupe socialiste ont été obligés de siffler la fin de la récré, si on peut dire. Donc c'est très mal perçu, et y compris en interne. Dans le groupe, par exemple, des écologistes, un député européen allemand dit « Le discours de Yannick Jadot sur sa campagne présidentielle, ce n'est pas ma tasse de thé ». Il y a des débats en interne dans le groupe écologiste où on reproche à Yannick Jadot d'avoir fait sa propre campagne en tant que candidat à l'élection présidentielle. Les débats sont toujours en cours, ça devrait être un petit peu moins houleux. Il reste une quarantaine de questions. 4 Français au total vont reposer des questions au président de la République, qui devrait tenir une conférence de presse dans les prochaines minutes, dans la prochaine heure normalement, s'il tient son programme. Merci beaucoup Loïc Signor. Avec Olivier Gangloff, on vous retrouvera évidemment pour suivre ce qui se passe dans le reste de cette journée à Strasbourg, une journée importante. Et Loïc a mis l'accent sur ces échanges avec ces eurodéputés. On a, encore une fois, il l'a dit, on n'a pas l'habitude, c'était assez étonnant. On va revenir sur les grands moments forts, les grands moments aussi du discours d'Emmanuel Macron et ce sur quoi il a insisté. Il y a des marqueurs très importants, très intéressants qui ont été mis en exergue. On va en débattre. Juste avant quand même, tour de table, votre impression après donc déjà à la fois le discours du président, ce que vous retenez aussi des échanges avec les parlementaires européens. Je commence avec vous, Philippe Guibert. D'abord, première remarque, on nous avait décrit, on nous avait fait anticiper un grand discours d'Emmanuel Macron qui allait marquer non seulement la présidence française de l'Union européenne, mais en même temps la campagne électorale. Je trouve que sur ce premier point, on est un petit peu en deçà de ce qu'on nous avait annoncé. Je ne trouve pas que c'était un bon discours, mais un discours relativement classique. On parle de la démocratie, de la paix, de la géopolitique. Tout ça... Il ne vous a pas surpris, en fait. Ça manquait de surprise. J'ai pas vu d'énormément de surprises. Alors, il y a les petits marqueurs dont vous avez parlé et dont on va débattre. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un nouveau souffle pour l'Union européenne après ce discours d'Emmanuel Macron, ni même qu'il y a une innovation quelconque dans sa vision de l'Europe par rapport à ce qu'il dit depuis le début de son mandat. Je trouve même qu'il est un peu en retrait par rapport à l'audace de propositions qu'il avait pu faire au début de son quinquennat. Donc je ne vois pas ce discours comme une étape vraiment nouvelle et essentielle dans le discours d'Emmanuel Macron. Et puis la deuxième remarque, ce tour des candidats ou des proches des candidats français, je ne suis pas sûr que c'est donné une excellente image de la France au sein du Parlement européen. Je trouve que tout ça avait un petit côté politicien. En même temps, on peut le comprendre que Yannick Jadot essaye d'exister à travers cette occasion, mais je trouve que c'est pas forcément génial de se tirer la bourre, si vous me permettez l'expression comme ça, pour répondre au président français alors qu'on est devant le Parlement européen et transformer le Parlement européen en tribune de campagne présidentielle. Christian Proutot, vous en avez pensé sur quoi ? cet aspect-là de la présentation de Philippe, je suis d'accord avec lui. Par contre, je trouve effectivement déplacé d'avoir essayé d'utiliser ce qui est d'ailleurs une tradition, que la présidence prise, ce sont des députés du pays qui ont la priorité pour parler. Alors c'est d'autant plus déplacé qu'au départ, c'est juste pour faire bonne grâce à la présidence française, et qu'il y en a qui en profitent pour faire une tribune. Bon, ben ça,
On verra ce que tout le monde en pensera, mais je pense que beaucoup de gens doivent penser qu'effectivement, c'était ni le lieu, ni le moment. Ça, c'est le premier aspect. Sur le deuxième aspect, là où je diverge, c'est que je trouve que l'ancrage européen était indispensable. Et j'ai trouvé l'ancrage européen de Macron bien fait, d'autant qu'il a utilisé à 2 reprises, je crois, le mot puissance, donc pour montrer qu'effectivement, et cette puissance d'équilibre, il en a parlé aussi, et que pour exercer en tant que puissance d'équilibre, eh bien, il fallait se doter des moyens. Donc on n'est plus, après avoir rappelé que grâce à l'Europe, on a traversé une crise grave, en faisant rappel d'autres crises que du coup on n'a pas eues, mais il y avait cette crise médicale. Moi, je trouve que le discours était dans le sens d'une présidence où, bien sûr, on connaît la limite de l'exercice, puisque il n'y a que le temps de la présidence, et qu'à vouloir avoir des objectifs trop importants, il était, je pense, important de revenir sur les fondamentaux. On va débattre tout ça. Pareil, je poursuis le tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Marc ? J'ai trouvé, oui, que c'était pas très flamboyant. C'est-à-dire que... vous rejoignez un peu Philippe Guibert. Oui, il vient, il s'installe, on est presque dans une routine. Mais je pense que quand on prend une présidence, il faut marquer les interlocuteurs, avoir une ou deux métaphores, essayer de se distinguer. Vous êtes sur la forme du discours, on n'est pas oui. La forme, aujourd'hui, c'est quand même l'essentiel dans un monde de communication, au-delà de ce que l'on fait passer. Et là, c'est un professionnel, mais qui n'est pas au milieu de sa forme. Vous savez, à la fin d'un match de football, on donne les notes pour les joueurs, est-ce qu'ils ont été excellents, etc. Alors moi, je lui donnerais un 5,5, quoi. Bon, il a fait le boulot. Sur 10 ou sur 20 Non, c'est sur 10. Sur 10. D'accord, non, je préfère boulot, quoi, mais, je mets un vrai 7. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. En revanche, je rejoins un tout petit peu néanmoins Christian. J'ai la sensation, quand je l'écoute, et moi ça m'offusque un peu, d'avoir un président qui se veut européen plus que français. Il y a là une dimension où on a la sensation que dans son esprit, l'avenir de notre continent n'est pas pays par pays, mais c'est une identité globale. Enfin, moi, c'est ce que j'ai perçu. C'est un vrai point à débattre. Voilà, c'est ce que je dis. C'est un vrai point à débattre, justement. Mais je poursuis encore une fois le tour de table général avant de rentrer dans le détail. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'en tire pas les mêmes conclusions. C'est vrai que c'était pas un discours flamboyant, c'était pas un discours lyrique, avec des grandes formules un peu ronflantes. Voilà, comme savait en faire, comme l'avait pu le faire Mitterrand et d'autres, et Giscard, voilà. Mais je crois qu'il s'est posé, c'était justement un discours qui était plus concret. Ça, je trouve ça plutôt bien, où Macron s'est posé véritablement en fervent défenseur de la cause européenne, avec quand même des choses qui étaient très claires, qui étaient très lisibles sur la démocratie, l'état de droit, avec cette idée d'intégrer l'avortement et l'environnement dans la charte européenne, c'est quand même pas rien. Avec le progrès, l'idée d'une Europe de progrès, où il parle quand même de projets très concrets. La taxe carbone, si vraiment on la met en œuvre, ce sera quand même un grand progrès. Le SMIC européen, ça fait 30 ans qu'on en parle. Si effectivement on arrive à le faire, ce sera bien. Et le dernier, la sécurité, avec la réforme de Schengen, c'est-à-dire qui cause quand même beaucoup de questions, d'émotions en Europe, et une Europe plus souveraine d'un point de vue de la défense. Si vraiment on arrive à faire ça, le discours n'aura peut-être pas été flamboyant, mais il aura été extrêmement concret et efficace. Donc je trouvais, et en plus d'une façon générale dans la forme, je trouve qu'il est quand même incroyablement à l'aise. Il parle sans notes, il répond à Jadot, à Bardella, etc. On va voir des échanges face à face. Et là, voilà. Alors à partir de là, c'est ça. Ceux qui n'aiment pas l'Europe, bien évidemment, ne souscriront pas à son discours. Ceux qui, en revanche, sont des défenseurs, des partisans de l'Europe, je pense, seront plutôt satisfaits. Oui, je comprends ce que tu dis, Gérard, mais on attendait un discours qui clive. C'est comme ça qu'on nous l'avait annoncé. Moi, je suis toujours frappé. Alors peut-être que les entourages avaient mal prévendu ce discours, mais on attendait un discours qui clive dans la campagne présidentielle entre les qui clive en France ou qui clive au sein de l'Union européenne? Qui clive en France, dans la campagne présidentielle. C'est ce qui était dans les papiers de pré-discours. Et avec un clivage entre les pro-européens et les anti-européens. J'ai pas trouvé que ce discours donnait matière à clivage.
il y a quelques éléments il y a quelques petits cailloux qui grattent. L'état de droit, l'avortement. Alors, on va y oui, venir. mais justement, quand vous dites... je ne trouve pas qu'il ait dit... D'accord, sa tonalité de discours était européenne, mais enfin, en même temps, on ne découvre pas que Emmanuel Macron est pro-européen. Certes. Et si dès lors que tu es pro-européen, tu es forcément pour une vision où on va vers une union toujours plus rapprochée. Je crois que c'est le terme des traités. Il y a quand même aussi des arrière-pensées, bien évidemment, de politique intérieure. Bien évidemment. Discours. Et il met quand même, me semble-t-il, un peu dans une situation un peu inconfortable Valérie Pécresse, qui n'est pas très claire sur l'Europe, qui dit qui a protesté contre le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, qui dit que le droit, qu'un certain nombre, que le droit français doit primer sur le droit européen. Là, Macron dit exactement l'inverse. Juste un mot avant de passer la parole aux autres. Il y a un point quand même sur lequel il y a un clivage dans cette campagne, c'est autour de l'immigration. C'est-à-dire que la question européenne aujourd'hui, c'est plus tant l'euro, c'est plus tant la politique budgétaire, c'est vraiment l'immigration. Et il y a deux candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour, avec une Valérie Pécresse dont on ne sait pas trop où elle se situe, qui sont clairement pour un rapport de force avec l'Union européenne, en voulant récupérer en quelque sorte la souveraineté nationale sur la politique d'immigration. C'est impossible. Y compris... non mais tu dis que c'est impossible, c'est l'enjeu du débat politique. C'est toute la question justement. On ne peut pas... C'est tout l'enjeu de la campagne présidentielle. Marine Le Pen et Éric Zemmour ne peuvent pas mettre en œuvre leurs propositions sans rentrer dans un certain conflit avec les institutions européennes. Puisque vous rentrez dans les détails, justement, allons-y. C'est ce que je vous avais dit. J'avais commencé par un tour de table et vous êtes rentré dans les détails. Je m'y attendais. Mais j'aimerais qu'on revienne justement sur... Je vais vous donner la parole, Marc et Christian aussi. Mais on va écouter Emmanuel Macron et revenir sur le débat que vous avez commencé à avoir. Parce que, Gérard Leclerc, vous avez bien noté tous ces temps forts qu'il y a eu. Il a certes parlé environnement, il a certes parlé de l'IVG, il a certes parlé évidemment de la souveraineté, des frontières, de l'immigration. Alors prenons point par point et débattons-en si vous le voulez bien. Le premier gros marqueur mis en avant dès le début du discours par Emmanuel Macron, l'état de droit. Écoutez-le. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour revenir sur nos grands textes fondamentaux qui ont pourtant été décidés souverainement par les États membres lors de leur adhésion. Mais revenir sur quoi? Sur l'égalité des hommes en dignité et en droit? Sur le droit pour chacun à disposer d'un procès équitable par une justice indépendante? Et s'installe comme une idée au fond que pour être plus efficace, il faudrait revenir sur l'état de droit, confondant le changement légitime de tout gouvernement élu de changer l'état du droit, mais considérant que nous tous avons à nous inscrire dans cet état de droit qui est existentiel de notre Europe, dont les principes ont été bâtis par notre histoire et sont le fruit de nos engagements communs. La fin de l'état de droit, c'est le règne de l'arbitraire. La fin de l'état de droit, c'est le signe du retour aux régimes autoritaires, au bégaiement de notre histoire. L'état de droit est notre trésor. Voilà, premier grand marqueur et grand moment du discours d'Emmanuel Macron que nous retenons, mais dont on débat justement. Christian Proutot. Oui, mais alors, moi je trouve qu'effectivement, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit s'il aurait eu, parce qu'il a le talent de le faire, un discours flamboyant et qui, en même temps, aurait pu, tiens, je ne voulais pas le dire, mais je l'ai dit quand même, aurait pu laisser penser qu'il faisait de ce discours, de cette place qu'il avait, une tribune par rapport à la politique intérieure. Moi, je trouve que ça s'appelle en termes militaires de la déception. On croit qu'on va faire quelque chose et on fait autre chose. Et je pense que pour lui, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Voilà, je réponds à la question. Au moins, je voulais rebondir là-dessus. Dans le débat. Et sur l'état de droit, là, sur ce qu'on vient sur l'état de droit, qui est le premier, voilà, il a insisté là-dessus. Et il a été applaudi. Premier moment du débat. Du discours. Il a été applaudi. Que ceux qui sont concernés se regardent. Et je pense que c'est important de le dire. Et oui, là, dans l'état de droit. Pardon, vas-y. Dans l'état de droit, moi, il y a quelque chose qui m'offusque énormément. Dans cette phrase, dans ce qu'il a dit ? Non. Ou dans général ? Non, dans l'application de l'état de droit. Il y a des sujets auxquels je suis très sensible. Et je me souviens de la crèche Babylou, où cette femme avait été exclue par les dirigeants de la crèche parce qu'elle portait le voile. Elle est condamnée à la fin, c'est la Cour européenne qui, au nom de son droit, condamne. Et heureusement, là, on s'est replié. Richard Malka, l'avocat de la crèche Babylou, a mis en avant
notre façon de percevoir et le blasphème et notre rapport à la religion. Et pour le moment, bien qu'étant condamné par l'État européen, eh bien, c'est Richard Malka qui a eu raison. Si l'on est dans la logique de M. Macron, ça veut dire que demain, nous devrons plier et que nos sensibilités sur des sujets comme ceux-là, qui sont essentiels aujourd'hui, eh bien, cette sensibilité, on n'en tiendra plus compte. Non, il n'a pas question de ça. Il n'a pas du tout dit ça. Il a ça, l'état de droit. Non, mais c'est ça, l'état de droit. Il n'a pas du tout dit ça. Quand il pointe l'état de droit, effectivement, c'est quelque chose et que le discours n'est pas clivant. Si là-dessus, il est clivant. Parce que quand il pointe l'état de droit, pour ce cas-là, il n'y a pas eu d'instruction de procédure engagée contre la France à cause de Babylou. En revanche, il y a des procédures. Mais si, il y a une procédure. La Cour européenne dit quelque chose, mais ça en est resté là. Et la Cour européenne a condamné la France. Oui, mais ça n'est pas allé au-delà. Et alors qu'il y a des procédures qui sont engagées actuellement, qui ont été engagées contre la Hongrie où Viktor Orban prend un certain nombre de mesures qui sont clairement pas dans l'esprit et dans la tradition de la démocratie européenne, en Pologne, notamment sur l'avortement, etc. Et là, il pointe justement le danger de ceux qui, en France, et c'est notamment Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Pécresse, c'est pas très clair, qui disent clairement que s'ils deviennent présidents, eh bien, ils ne soumettront pas le droit français au droit européen. Et donc là, c'est la sortie de l'Europe. Mais non, mais mais si. Non, mais on peut très bien se faire condamner par avoir un désaveu, un désaccord avec la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça n'est pas aller au-delà, ce n'est pas sortir des traités. Pour rebondir sur votre discussion, il y a deux points très concrets qui vont être au cœur de la campagne électorale si un jour elle démarre vraiment. Le regroupement familial. Elle n'a pas démarré. Parce qu'elle est un peu molle. Ah oui, c'est ça, ouais. Il y a deux points très importants, par exemple par rapport à Zemmour et Le Pen, qui s'appellent le regroupement familial, qui s'appelle le droit d'asile, où la Cour européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence contraignent beaucoup les États. Là, vous partiez dans une affaire particulière, oui. Babylou, la laïcité, ok. Oui, mais c'est pour donner un exemple, pour comprendre. Par rapport à des engagements politiques dans cette présidentielle sur l'immigration, ces deux problèmes-là sont très concrets. Et je trouve qu'Emmanuel Macron, certes, a soulevé la question de l'état de droit, donc sous-entendu, il faut qu'on respecte la Cour de justice européenne, mais en même temps, il a donné des exemples qui sont très consensuels. Oui. On ne peut pas être contre le fait qu'effectivement, il y ait une égale dignité des hommes et des femmes dans l'Union européenne. Ça me paraît difficile. En revanche, il y a des points beaucoup plus polémiques dans l'état de droit européen, dans les règles de droit européennes, sur le regroupement familial qui sont une obligation, auquel on ne peut pas déroger, et puis sur le droit d'asile où ils en ont rajouté par rapport à la Convention de 51. Donc ça, c'est des vrais sujets très concrets. Emmanuel Macron n'est pas rentré dedans. Alors, parmi les sujets concrets, il y a aussi l'environnement, bien sûr, mais aussi l'interruption volontaire de grossesse. Vous parliez des hommes et des femmes. Il y a fait, évidemment, il a abordé la question. On y reviendra juste après la pub. Vous verrez comment ça a été un des gros marqueurs de ce discours également. A tout de suite, restez bien avec nous sur CNews. Il est presque 14h30, bienvenue de retour sur le plateau de CNews. C'est la belle équipe avec Gérard Leclerc, Marc Menant, Philippe Guibert et Christian Proutot pour débriefer ce discours d'Emmanuel Macron au Parlement européen à Strasbourg. On commence à débriefer les temps forts, les grands marqueurs qu'il y a eu. Évidemment, parmi ceux-là, l'état de droit. Il a rappelé l'importance de l'état de droit. On vient d'en débattre. Autre sujet, l'interruption volontaire de grossesse qui a monopolisé une partie des débats. Il y a eu d'autres questions-réponses, on va y venir aussi. Et puis, vous le savez, on a eu des échanges très forts entre différents eurodéputés français face à Emmanuel Macron. On n'a pas toujours l'habitude comme ça de voir le chef de l'État interpellé par des parlementaires de la sorte. Les mises en scène aussi, on avait l'impression de voir vraiment un face-à-face. Vous allez le voir. Je ne sais pas si on est en ligne avec l'eurodéputé Rassemblement National Jordan Bardella, qui a justement... Monsieur Bardella, bonjour. Bonjour, Monsieur Bardella. Je crois que vous m'entendez. On vous voit en tout cas. C'est bon, je vous entends. C'est bon, vous m'entendez? Merci, bonjour.
Vous avez donc, je le disais, interpellé le président de la République après son discours devant les parlementaires réunis à Strasbourg pour son premier discours de la présidence française de l'Union européenne. Vous avez été assez dur avec lui, vous avez des mots très forts. Mais Emmanuel Macron aussi, alors je ne sais pas si on va pouvoir entendre la réponse que vous a fait Emmanuel Macron, mais il a dit que vous disiez à peu près n'importe quoi de manière assez méthodique. Si je paraphrase évidemment, mais que lui répondez-vous? Vous n'avez pas eu l'occasion de lui répondre à cette pique, qui est cette déclaration qu'il vous a fait en réponse au vôtre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, je répondrai au président de la République, plutôt que de se dissimuler derrière son cynisme, son arrogance, son mépris qui caractérise assez bien la présidence d'Emmanuel Macron depuis 5 ans, qu'il vienne débattre, qu'il se présente, qu'il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle et qu'il vienne débattre de l'ensemble de ces sujets. Il n'a pas répondu sur le fond. Moi, je l'ai interrogé sur l'avenir de notre peuple, l'avenir de notre continent en matière d'immigration. C'est une compétence très forte qui est totalement absente de ce débat, de son intervention. Or, elle est pourtant un sujet de préoccupation majeur pour les Français et c'est surtout un sujet qui est éminemment européen puisqu'Emmanuel Macron l'a dit, s'il est réélu, il souhaite faire l'Europe des migrations et en fait mutualiser la gestion de notre politique d'immigration avec l'Union européenne, avec les autres pays. C'est-à-dire que ce ne sont plus les Français qui décideront de qui entrera ou sortira de leur territoire, de qui ils seront dans les 50, 100, 200 prochaines années, mais des technocrates non élus ici à Bruxelles qui décideront de l'avenir du peuple français. Moi, je refuse cette idée. J'ai interrogé le président de la République sur cette question extrêmement concrète. Il n'a pas souhaité me répondre et faire preuve d'un cynisme et d'un mépris dont vous avez pu vous-même constater quelle est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Je le déplore. Mais il a évoqué les questions de l'immigration et des migrations d'ailleurs. Et puisque il a parlé au tout début de discours, il a dit qu'il fallait revoir un petit peu l'organisation et les frontières au sein de l'espace Schengen. Donc ça a été une des questions et un des points abordés par Emmanuel Macron. Et justement, si vous parliez de la campagne, là, Emmanuel Macron et vous-même d'ailleurs, vous étiez face à des parlementaires européens. On est dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Est-ce que vous ne regrettez pas que les discussions... Est-ce que vous m'entendez? Je vois que vous avez un petit problème. Est-ce que les discussions... Ils ont dû me perdre en cours. Non, on vous a pas perdu en cours. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je crois que nous, on a perdu l'image. Effectivement, je ne sais pas si on le retrouvera ou pas. Je vous tiens au courant. Gérard... Non, on n'a plus. Eh bien oui, ça a coupé. Problème technique. Je suis désolée, j'aurais bien aimé poser ma question jusqu'au bout et entendre sa réponse. On peut bien évidemment, et je comprends très bien que Bardella et Jordan Bardella et une partie de la droite et de l'extrême droite ne sont pas d'accord avec Macron là-dessus, mais il a bien évidemment parlé de l'immigration. C'est même un des points importants qu'il a développé, puisqu'il propose de revoir complètement Schengen, c'est-à-dire notamment cette règle qui est effectivement totalement absurde, qui fait que c'est le pays d'accueil où débarquent les immigrés qui doivent ensuite s'en occuper. Ce qui est totalement absurde. Et ce que font d'ailleurs ces pays-là, c'est qu'ils ouvrent leurs frontières et les immigrés passent dans les autres pays, etc. etc. Donc ça, c'est une règle qui ne fonctionne pas, donc il faut changer. Donc il a dit ça, et il a également dit d'une façon plus générale qu'il fallait renforcer aux frontières la protection des frontières et donc l'arrivée des immigrés et des clandestins aux frontières et non pas. Mais ça veut dire quoi les frontières, Gérard? Les frontières de l'Europe. Oui, non, mais les frontières extérieures de l'Europe, bien sûr. Non, mais je comprends très bien, par exemple, que le Rassemblement national veuille revenir, veuille que ce soit aux frontières nationales. Ça, c'est le débat. Mais je veux dire, on ne peut pas dire qu'il n'a pas traité de l'immigration. Au contraire, c'est un des points clés. Si on arrive à réformer Schengen, si on renforce avec des gardes frontières, tout ce que vous voulez, les frontières extérieures, c'est une politique. C'est peut-être pas la bonne, mais c'en est une. Question? Oui, c'est tout à fait ça, parce que effectivement, quand Schengen a été mis en place, on avait une situation géopolitique complètement différente. Et par contre, il y avait une nécessité, et pour avoir eu à parler de ce problème à l'époque avec le président Chirac, il y avait déjà le problème de ce qui arrivera il y a 10 ans, Frontex. C'est-à-dire qu'au moment où on a fait Schengen, on aurait dû mettre en place l'équivalent d'un système européen de garde-frontières. Surtout qu'en périphérie de l'Europe, il y a les pays pas forcément les plus riches et avec le plus grand kilométrage de côte, ce qui pose un double problème au niveau de l'accès de l'Europe, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qui était rappelé, c'est qu'à partir du moment où
À l'intérieur de l'Europe, on est rentré, on le pousse ailleurs, et puis il n'y a plus rien qui se passe. Donc ce problème, il est évoqué, puisqu'il a parlé de Frontex et des nouvelles règles qu'il allait falloir mettre en place. Rapidement, oui. D'accord avec vous, Schengen, c'est très important. Il n'empêche que dans le débat français avec Zemmour et Le Pen, et aussi Pécresse, l'enjeu, c'est est-ce qu'on peut faire immigration zéro ou pas? Parce que les trois le proposent. Je le rappelle, Pécresse, Zemmour, Pécresse, Le Pen. moins clair quand même, c'est pas l'immigration zéro. C'est très clair. Et donc, je lui demanderai. et donc, si on veut faire immigration zéro, il faut rentrer en conflit avec la jurisprudence du Conseil je sais plus comment ça s'appelle, de la Cour de justice européenne, excusez-moi. Et donc, ça suppose de remettre en cause le droit au regroupement familial et les règles sur le droit d'asile. Et si vous ne faites pas ça, votre immigration zéro, elle ne vaut plus rien, parce que c'est pas l'immigration de travail aujourd'hui qui est massive, et c'est pas non plus les étudiants qui sont massifs. Donc les deux sources d'immigration, si vous les réduire, c'est le droit d'asile et c'est le regroupement familial. On en débattra, mais je voudrais qu'on débatte de ce autre gros marqueur qui est l'interruption volontaire de grossesse, qui a été un des points du discours d'Emmanuel Macron. Écoutez-le, on en débat juste après, et notamment avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. 20 ans après la proclamation de notre charte des droits fondamentaux, qui a consacré notamment l'abolition de la peine de mort partout dans l'Union, je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement. Ouvrons ce débat librement avec nos concitoyens de grande conscience européenne pour donner un nouveau souffle à notre socle de droits qui forge cette Europe forte de ses valeurs, qui est le seul avenir de notre projet politique commun. L'IVG, le droit des femmes. Alors évidemment, ça arrive dans un contexte où Roberta Metsola, qui est la nouvelle présidente de ce Parlement européen qui a été élue hier, qui est une jeune femme maltaise, qui est progressiste sur certains sujets, mais qui est contre l'avortement. Ça a été un gros sujet de débat. Et évidemment, là, Emmanuel Macron a fait référence à l'IVG à plusieurs moments de son discours. Il y est revenu aussi après quand il a été interpellé. Nous sommes en ligne avec la directrice de la rédaction du magazine Boulevard Voltaire. Bonjour Gabrielle Cluzel. Est-ce que vous regrettez que l'IVG ait eu une part aussi importante dans ce discours d'inauguration, j'allais dire, de la présidence française de l'Union européenne par Emmanuel Macron? Bien sûr, parce que c'est parfaitement irresponsable. Après avoir fracturé la France, est-ce qu'il veut fracturer l'Europe? On sait très bien qu'il y a un certain nombre de pays comme la Hongrie ou la Pologne. Vous avez parlé de la présidente de Malte, mais il y a d'autres personnes en Europe et d'autres gouvernements qui ont été démocratiquement élus, qui sont très conservateurs et tout à fait opposés à ce genre de disposition. Alors, que cherche-t-il à faire? C'est bizarre pour un européiste convaincu. Il cherche à faire un Polexit ou un non-Grexit. C'est quand même relativement curieux. Par ailleurs, moi, je vois vraiment là-dedans un clin d'œil à la gauche plus national et électoraliste qu'européen, parce qu'on sait comment ça se passe aujourd'hui. On n'a rien à vendre à gauche sur le plan social, donc on vend du sociétal. Ça a été la PMA, c'est toujours plus d'avortements, et puis la prochain quinquennat, ce sera la GPA s'il est réélu, c'est fort probable. On voit les pions avancer avec la politique des petits pas. Donc c'est quelque chose de tout à fait regrettable. Et par ailleurs, moi, permettez-moi de dire mon sentiment, c'est assez paradoxal, comment dire, cet hymne à l'avortement qui arrive tout de suite après ce procès fait à Éric Zemmour quant à son peu d'inclusion à l'endroit des handicapés, parce qu'évidemment, s'il y a quelque chose qui est profondément discriminatoire pour les handicapés, c'est vraiment l'avortement, puisque vous savez que l'interruption médicale de grossesse est permise pour les bébés handicapés jusqu'à la veille de l'accouchement. On peut le savoir, mais c'est jusqu'à la veille. Et alors, dernier point, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses et peut-être un peu d'amalgame aussi sur différents sujets. On va en débattre. Vous restez avec nous, Gabrielle Cluzel. On va en débattre. J'aimerais donner la parole en plateau. Marc Menant, vous vouliez prendre la parole là-dessus sur l'IVG. Oui, je ne veux pas entrer en conflit avec Gabrielle, mais... Non, mais on peut débattre des choses. Non, mais je ne vois pas entre l'avortement, la PMA, les handicapés. Pour moi, tout ça, ça doit se prendre dossier par dossier. L'avortement, je suis pour, mais on a voté en France et donc c'est la sanction qui est tombée.
heureusement pour moi. En revanche, je trouve, et on en revient à notre conception d'une Europe, est-ce que l'on doit oublier les mentalités de chaque peuple ou est-ce qu'il n'y a pas à régner en ses frontières? Et là, je trouve que non, on ne peut pas imposer l'avortement à un pays comme la Pologne, qui est extrêmement catholique, etc. Je peux le déplorer, moi, que ce soit la foi qui l'emporte, mais que la foi l'emporte dans un pays, ben voilà, je m'incline. Philippe Guibert? Oui, je rejoins Marc là-dessus, totalement pour le droit à l'avortement, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait le constitutionnaliser au niveau européen. C'est du ressort de chaque démocratie nationale de décider la façon dont elle met en œuvre ou pas le droit à l'avortement. Donc sur ce point-là, vous êtes d'accord un peu avec Gabriel Cluzel qui dit que ça va diviser les Européens? Ça va diviser les Européens. La Pologne et la Hongrie, Gabriel Cluzel a raison là-dessus, ont un point de vue différent. Et je ne le partage pas, ce point de vue différent, mais ils ont le droit de l'avoir. Et donc je me demande pourquoi l'Union européenne deviendrait un moyen de restreindre le débat démocratique national. Le droit à l'avortement est une question qui divise dans chacun des pays, plus ou moins, plus en Hongrie, en Pologne qu'en France, où le droit à l'avortement est reconnu très majoritairement. Je trouve que ça relève du niveau national de la démocratie de chaque pays. C'est pas à l'Europe d'imposer à des pays de l'Union européenne ce qu'ils doivent faire sur tel et tel sujet. C'est déjà très imposé en matière économique, budgétaire et fiscale. Qu'est-ce qu'il va rester à la démocratie nationale à un moment donné? On parlera juste des vacances de monsieur en matière... Et des homards de monsieur de Rugy. À ce moment-là, on va beaucoup s'abstenir. À mon avis, vous ne prenez pas tout à fait le bon exemple, parce que justement, en matière budgétaire, fiscale, etc., on est très loin de l'Europe qui soit cohérente là-dessus, puisque chaque pays continue. Bon, alors il y a un début TVA, on peut pas mais on en est encore loin. Sur l'avortement, déjà, je remarque que le président, quand même, est très prudent, parce qu'il dit on va engager une procédure avec des sociologues, des intellectuels, etc. Donc, c'est quand même pas tout de suite. Deuxièmement, c'est quand même l'idée d'un socle de valeurs. C'est ce qui a prévalu pour la peine de mort. Voilà, maintenant, en Europe, il n'y a plus de pays qui continuent à appliquer la peine de mort. Et pour l'avortement, je crois que le vrai problème, ce sont les pays comme la Pologne qui reviennent sur le droit à l'avortement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est profondément choquant. Mais bien sûr, voilà. c'est choquant. Oui, mais je ne suis pas sûr que Gabriel Cluzel soit d'accord avec vous. Pardon ? Je ne suis pas sûr que Gabriel Cluzel soit d'accord avec vous. Non, mais sur la peine de mort, c'est pareil, Gérard. Moi, je suis contre la peine de mort. Et parfois encore, je me pose des questions dans certaines situations. C'est un autre débat. Non, mais c'est un autre débat. Mais on pourrait revenir dans certains... Mais l'Europe, c'est des valeurs. Dans chaque pays. Mais non, mais c'est là donc où on est européaniste, où on veut quand même garder une identité. On a des mentalités, des âmes différentes. L'âme slave n'est pas l'âme gauloise. Pardon. Alors, Gabriel Cluzel, sur ce socle de valeurs européennes que mentionnait Gérard Leclerc, je vous laisse répondre avant qu'on poursuive le débat. Oui, non, ça me paraît complètement fou d'inclure l'IVG dans ce socle de valeurs communes. Ça me paraît vraiment délirant et extrêmement autoritaire. Je me demande où va l'Europe avec ce genre de mesures. Et ce qui est certain, je le répète, c'est que ça conduira évidemment à fracturer l'Europe et rien que cela. Par ailleurs, non, ce n'est pas... on n'est pas forcé de faire de l'IVG un totem à mettre dans une niche avec des cierges dedans. Je voulais simplement rappeler ce point que vous savez, le président de la République a fait de la défense des violences faites aux femmes et des féminicides sa grande cause du quinquennat. Eh bien, aujourd'hui, à cause de l'avortement sexo-sélectif dans le monde, il manque 4 millions de filles de par le monde, en particulier en Chine et en Inde, mais aussi en Europe aujourd'hui, à la faveur de l'arrivée de populations allochtones qui préfèrent les garçons aux filles. Donc il me semble qu'on a le droit de débattre de ces sujets-là, et je trouve tout à fait dommage qu'on en ait fait un totem. Je voulais juste répondre à Marc Menant, après j'en termine. Il me dit, je vois pas trop le rapport, si j'ai bien compris, hein, je résume, je vois pas trop le rapport entre tous ces dossiers qui sont différents. Eh bien si, il y a évidemment un rapport, c'est que comme, encore une fois, les gouvernements qui sont succédés sont finalement libéraux et mondialistes et n'ont plus rien à donner à un électorat véritablement de gauche sociale. Donc, encore une fois, il envoie du sociétal qui mange pas de pain. Ça a été le mariage pour tous sous Hollande.
ça a été la PMA sous Macron, et puis c'est toujours cet avortement qui, encore une fois, est un curseur de progressisme et qui permet d'envoyer des signaux, encore une fois, qui ne coûtent pas cher, parce qu'à côté de ça, sur le plan social, il ne se passe rien. Donc je crois que cette déclaration d'Emmanuel Macron est peut-être plus une déclaration de politique intérieure à visée électoraliste que véritablement européenne, même si c'est un comportement un peu pyromane pour l'Europe. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Oui, Gérard, peut-être un mot. Juste un point sur, quand on parle de droit à l'avortement, c'est bien évidemment pas l'avortement sélectif qui est totalement interdit et qui ne fait pas partie du droit à l'avortement. Quand même, on est en Europe, on est pas en Inde. Parce que je veux dire, on n'est pas en Inde ou en Chine, les pays dont elle mentionnait. Oui, Christian. Moi, je trouve hallucinant qu'on pose encore le problème de l'IVG en ces termes, dans la mesure où le président et la France a panthéonisé Simone Veil. Je trouve hallucinant qu'on ne puisse pas considérer qu'il y a un progrès, que les pays qui sont revenus sur des décisions qui les avaient prises puissent poser question quand ils sont à l'intérieur de la communauté européenne. C'est pas ça, Christian. Voilà. Mais non, mais que nous, on soit là. C'est un peuple qui s'est prononcé. Moi, on dit bravo, Philippe et moi. Mais non, mais après... Ou la Pologne, c'est sûr que tu as des grands principes démocratiques dans ces pays. Non, mais il faut quand même reconnaître que si tu vas en Pologne... il y a une tendance dans l'opinion qui n'est pas celle-là. Donc c'est à eux de voir, c'est pas à nous de juger pour eux. Non, mais il y a aussi en Irlande une grande majorité qui était contre. Ils ont fini par y aller. Mais d'accord, mais ils ont fini par y aller. Ils ont fini par y aller. Christian, c'est pourquoi tu laisses pas démocratiquement les instances politiques et citoyennes décider dans chaque pays. Ce sont des sujets qui tiennent quand même à un certain rapport à la vie, à la mort. Ça vaut pour la peine de mort aussi, d'ailleurs. Mais justement. Et donc, d'ailleurs, on l'a mentionné. Je rejoins Gérard là-dessus. Oui, mais moi, je ne rejoins pas parce que je ne vois pas pourquoi on voudrait restreindre. Je ne vois pas pourquoi on voudrait restreindre le champ de la démocratie. Voilà. Je ne souhaite pas le restreindre. De fait, il y a des évolutions. Mais non, mais de fait, Christian. J'aimerais revenir sur des autres moments à la fois de ce discours et des échanges qu'il y a eu. Vous allez voir, c'est face à face. C'est assez rare. On n'a pas tellement l'habitude en France de voir comme ça des parlementaires alpaguer le président en exercice. On va retrouver Emmanuel Macron qui fait la conclusion de son discours et de son intervention. Je n'ai jamais opposé l'amour de l'Europe à l'amour d'une identité nationale ou d'une culture. Mais j'ai résolument distingué de celles et ceux qui aiment leur culture ou leur pays des nationalistes qui veulent décomposer l'Europe. Oui. Je suis d'ailleurs étonné que deux membres d'une famille politique qui me semble ici d'ailleurs participer d'une majorité qui à la fois croit dans l'Europe et dans les identités et les cultures de chaque pays, mais qui se bat résolument contre les nationalismes, lesquels ici ramènent la guerre, ne fassent pas ce distinguo. Et donc, je pense, gardons-nous de tout esprit de confusion. Oui à une volonté européenne, mais une volonté que vous m'avez toujours entendu ici défendre, respectueuse des cultures, des identités, mais ferme sur ses principes, c'est-à-dire luttant contre les divisions qui ramènent aux égoïsmes nationaux et qui feraient bégayer l'histoire. C'est simplement ça le distinguo que j'ai fait. Et s'il y avait des forces politiques qui s'étaient exprimées dans nos pays sur ce point, je pourrais vous entendre. Mais qui, les Françaises et les Français, il y a 5 ans, ont choisi au deuxième tour des élections présidentielles? Quelles sont les deux forces politiques qui ont été en tête lors du choix des européennes en France, je dis simplement, puisque vous êtes tous deux Français? Exactement, celles et ceux qui représentent ce clivage. Je ne fais que constater et nommer, mais nommer aussi un clivage qui s'est exprimé aujourd'hui, avec des femmes et des hommes qui sont issus dans plusieurs pays d'Europe d'une conviction politique qui renvoie au nationalisme. Et j'ai toujours fait ce distinguo entre l'amour des identités, des cultures, le patriotisme, qui n'est pas le nationalisme, et le repli sur ce dernier. Je tenais à faire ce distinguo de la même manière que vous ne m'avez jamais entendu, monsieur le député, nier les racines européennes, y compris chrétiennes. Jamais. Je les ai toujours revendiquées dans leur complétude et le cheminement de celles-ci. Simplement, j'essaie de faire ce chemin du début à la fin et de le garder tout entier. Je crois dans une civilisation européenne, je crois dans la force de nos cultures. J'essaie toujours de les défendre avec beaucoup de force. Et vous avez les uns et les autres parlé de mots. Les mots ont leur sens, et donc je tenais juste à ce qu'ils ne soient pas déformés. Sur l'industrie française, je tiens simplement à rappeler qu'elle avait détruit pendant 12 années des emplois,
Nous avions décru que depuis 2019, elle remonte. Juste pour, là aussi, clarifier simplement des états de fait. Et enfin, je dirais simplement que la réouverture temporaire de 2 centrales à charbon, 2 étant définitivement fermées, ce qui fait que entre 2017 et aujourd'hui, il y a bien 2 centrales thermiques totalement fermées et 2 qui l'ont été provisoirement, est due au retard de délai de Flamanville qui sont liés à des contraintes supplémentaires. Là aussi, c'est simplement des éléments factuels que je voulais restituer. Sur plusieurs points qui ont été soulevés par plusieurs d'entre vous. La gestion de la pandémie par la plupart de nos États a conduit, d'ailleurs dans la plupart des États européens, à avoir recours à des dispositifs qui d'état d'urgence, qui de loi spéciale, qui d'organisation particulière de nos formes de fonctionnement. Dans tous les États européens, cela s'est fait à chaque fois sous le contrôle du juge, sous le contrôle du juge constitutionnel, dans un débat au Parlement, et sous le contrôle du juge européen. De grâce, ne faites pas la confusion entre la gestion du sanitaire où que ce soit et les questions d'état de droit qui sont posées ailleurs. Si vous prenez le cas de la France, je vais défendre l'action du gouvernement. De par la loi, c'est la compétence d'un Conseil de défense et de sécurité nationale de traiter d'une pandémie. Je vous renvoie à la loi française. Cela a donné lieu à une douzaine de textes qui ont été portés par le gouvernement devant le Parlement, qui a exercé son droit d'amendement, qui à chaque fois d'ailleurs a été soumis au juge constitutionnel. Qui aime l'Europe et la défend avec rigueur. Vous avez manqué de rigueur en cette espèce et je voulais ici simplement faire ce distinguo. Oui, je défends l'état de droit, y compris dans notre pays, et de là où je suis d'ailleurs constitutionnellement, j'ai cette responsabilité. Je m'ai ensuite interrogé sur la question des journalistes, qui était importante et sur laquelle je veux ici revenir d'un point rapide, et évidemment de ce qui s'est passé et des attaques que plusieurs journalistes ont subies. D'abord, nous souhaitons avancer sur un cadre pour sécuriser nos journalistes, dans le cadre justement de procédures contre toutes ces formes d'intrusion et pour la qualité de l'information. Alors une partie de la régulation des plateformes va permettre cela, mais il y a aussi le fonds journalisme qui va permettre d'avancer sur ce sujet. Nous sommes convaincus qu'un fonds de soutien européen au journalisme indépendant et d'investigation est un élément qui permettra de compléter les travaux de régulation portés par la Commission et qui arrivent dans quelques jours pour certains devant votre Parlement et qui nous permettront d'améliorer justement à la fois notre organisation collective, à la fois les dispositifs d'alerte, mais aussi les investissements nécessaires à cette meilleure protection. Très clairement, nous souhaitons renforcer à la fois l'indépendance de nos médias, mais aussi les moyens de se protéger contre toute forme d'intrusion, comme celle que nous avons connue et que malheureusement, nous le savons, nous risquons de continuer à connaître. Vous m'avez ensuite interrogé sur le travail détaché. Alors, interrogé parfois pour dire que nous n'avions rien fait. Donc, je vais là aussi essayer, Monsieur le député, de rétablir la vérité, et y compris le chemin en cours. Nous avons collectivement mené une réforme du travail détaché en 2017, qui a permis la limitation à 12 mois d'un détachement, ce qui n'était pas possible avant, la lutte contre les sociétés boîtes aux lettres, ce qui est aussi une véritable avancée contre les excès du travail détaché, et un principe là aussi, d'une même rémunération pour un même travail sur le même lieu, qui évite d'utiliser le travail détaché pour faire de la concurrence illégale. Ces 3 avancées sont considérables et sont un véritable changement dans l'organisation de notre Europe. Le travail détaché, comme vous sembliez l'indiquer, Monsieur le député, est-il par définition mauvais? D'abord, c'est le cœur même d'un marché intégré. Ensuite, je vous inviterai à regarder que la France est un des principaux pays pourvoyeurs de travailleurs détachés. J'ai toujours du mal à comprendre comment nous défendrions nous-mêmes nos travailleurs détachés vivant et travaillant dans d'autres pays pour combattre les travailleurs détachés venant chez nous. C'est là où le nationalisme s'arrête et, à mon avis, est moins efficace qu'une défense bien comprise de l'intérêt de chacun, mais par une coopération européenne. Là où nous ne sommes pas allés au bout du travail, c'est sur le sujet des cotisations sociales. Et en effet, ce sujet est en cours de négociation avec la révision du règlement 883. Un accord était à portée de main fin 2021 et une de vos collègues m'a sollicité sur ce point. Voilà. Donc je partage totalement l'ambition que vous portez. Un accord était à portée de main donc fin 2021, mais il a été bloqué sur le sujet de la ratification du détachement et de l'indemnisation des prestations chômage. Et donc c'est ça que nous allons essayer de faire cheminer pour pouvoir reprendre les travaux et obtenir une conclusion. Nous y sommes favorables et nous allons faire le maximum pour l'obtenir, parce que je pense que c'est un parachèvement extrêmement important.
de cette réforme. La question m'a été posée ensuite à plusieurs reprises sur le devoir de vigilance. Bon. Sur ce sujet, merci d'avoir rappelé, et je le dis avec d'autant plus d'humilité que c'est la mandature précédente, à travers de ce qu'on a appelé la loi Potier, qui a permis à la France de se doter d'un dispositif pérenne en 2017. La France s'est dotée donc d'un système de vigilance. Bon. Nous sommes favorables à ce que l'Europe se dote d'un système comparable. Nous souhaitons que la Commission puisse faire sa proposition le plus vite possible. Je sais qu'elle y travaille ardemment. Et donc, la proposition de la Commission est attendue pour les toutes prochaines semaines, permettra d'établir à l'échelle européenne des obligations pour les entreprises européennes sur leur chaîne de valeur concernant le respect des droits humains et l'environnement, ce qui me permettra de revenir après sur une autre question posée. Et les entreprises seront soumises à une obligation de reporting. Et donc, notre volonté, c'est que cette proposition de la Commission se fasse au plus vite et qu'elle puisse cheminer le plus rapidement possible entre les différentes institutions. Nous avons aussi à cœur de faire progresser d'autres sujets. Je ne veux pas ici que nous oublions l'importance du reporting extra-financier des entreprises et des investisseurs, qui permettra de mettre en place là aussi de véritables standards de responsabilité. Le début du trilogue se fait sous justement ce semestre. Je pense que c'est un élément extrêmement important qui va permettre là aussi d'obtenir des résultats très concrets et qui est totalement en ligne avec ce que vous avez évoqué. Je voulais aussi revenir sur, évidemment, la lutte contre la fraude fiscale. Madame la parlementaire, vous avez évoqué ce point et le fait que nous allons faire évidemment cheminer les travaux qui ont été parachevés dans le cadre de l'OCDE sur l'imposition minimale des multinationales et nous avons bon espoir de pouvoir obtenir tous les accords et dans les prochaines semaines de finaliser ce travail. Je partage l'ambition qui a été ici soulevée. La question m'a ensuite été posée sur Schengen. Là-dessus, la Roumanie, comme la Bulgarie et désormais la Croatie, ont vocation à adhérer à Schengen. Elles s'y sont préparées, ce qui a été reconnu d'ailleurs par tous les États membres. Et ce processus doit aller de pair avec la réforme que dans quelques semaines nous allons lancer, que nous avons engagée, et qui permettra là aussi de garantir la protection de toutes les frontières externes. Sur ce sujet de Schengen, je veux ici dire clairement, d'une part, il y a une proposition, des éléments de la Commission de décembre qui permettent d'améliorer le fonctionnement des frontières intérieures, qui répondent aux points que vous avez soulevés, Monsieur le député, tout à l'heure, et nous souhaitons vivement pouvoir parachever ce sujet en toute rigueur. Je veux ici redire que notre volonté est d'avancer sur l'intégralité de ces points. Comme je le disais tout à l'heure, en assumant les instruments communautaires dont nous nous sommes dotés, Frontex par exemple, et des règles communes, en assumant aussi d'avoir une politique intergouvernementale plus coopérative, avec l'idée d'une force intergouvernementale d'intervention aux frontières, et en parachevant un système de coopération qui, par définition, reste intergouvernemental, compte tenu du droit. J'ai levé tout à l'heure toutes les ambiguïtés, mais qui seul permet un retour plus efficace vers les pays d'origine. Et il est tout à fait vrai aujourd'hui que nous ne sommes pas collectivement suffisamment efficaces sur ce point. Je crois que, pour ma part, c'est bien par l'Europe et cette réforme que nous y parviendrons. J'ai ensuite été interrogé sur la Russie. Je crois avoir répondu tout à l'heure. Je pense que notre crédibilité face à la Russie, c'est d'abord d'engager un dialogue exigeant. Et nous le voyons d'ailleurs en regardant le dialogue que les États-Unis d'Amérique et la Russie sont en train de mener. Je pense qu'il est tout à fait bon qu'il y ait une coordination entre Européens et Américains, mais il est tout à fait nécessaire que les Européens mènent un dialogue pour eux-mêmes. Tant il est vrai que notre sécurité collective, le sujet des armements sur notre sol ou à nos frontières est un sujet pour nous. Donc il faut parachever une proposition commune et une vision commune. C'est ce nouvel ordre, justement pour notre Europe, de sécurité et de stabilité que j'évoquais. Ensuite, nous devons collectivement aussi travailler sur les éléments de vulnérabilité qui sont les nôtres, comme plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, parce que la crédibilité de cette réponse suppose une certaine codépendance qui permet de renforcer, si je puis dire, la coopération de part et d'autre, mais qui évite les vulnérabilités. Et donc sur les sujets en particulier énergétiques ou migratoires, il est important, nous l'avons fait en réactif ces derniers mois, mais nous avons vu combien la Russie ou des puissances voisines pouvaient utiliser ce qu'on a appelé des attaques hybrides, mais c'est-à-dire des dérèglements migratoires organisés, ou des attaques cyber, ou le jeu sur
le prix du gaz ou la fourniture de gaz pour